Dernière vidéo de l'année, j'ai décidé de vous gâter, de vous taper dans le fond du fondement et d'envoyer du lourd avec une œuvre culte, généreuse et nanardesque. Ça n'a rien à voir avec Steve, je fais ça depuis le début. Chargez! La douce reine Canarie se fait enlever par Kadar, un seigneur voisin qui veut s'emparer de ses terres et de dominer les peuples. Si tu les épargnes, je promets de faire tout ce que tu voudras. Deux jumeaux accompagnés d'une belle amazone, des experts Miami, vont tout tenter pour libérer la Canarie, le canari, je sais plus, et de choper le joyau qui peut lui donner son pouvoir. Le film sort en été, il fait beau, il y a L'Arme fatale de Richard Donner et Evil Dead 2 de Sam Raimi au cinéma, et pour le plaisir des films à petit budget, avec du muscle partout sauf dans la tête, les Barbarians de Ruggero Deodato, produits par les deux moguls Menahem Golan et Yoram Globus, avec leur canon, vous l'aurez compris, fans de films d'auteur, micro, intello, nouvelle vague, ce film n'est pas pour vous. On est loin de Godard et Zolowski, et c'est tant mieux, avec une production dont je vais parler puisque vous me l'avez tant demandé. Alors en parler, c'est bien, mais sérieusement ou en déconnant, faisons une Bayrou au milieu. Ceux qui méprisent, détestent et haïssent l'heroic fantasy et le sword and sorcery, passez votre chemin, même si l'on n'est pas chez John Milius et son Conan le barbare, mais après tout, à part ce film, y en a-t-il d'autres? Et c'est fait à l'arrache, sans argent, avec en star deux bodybuilders qui n'ont d'acteur que le nom, mais rien à foutre, le film est clairement écrit pour eux, enfin écrit, il faut le dire vite. C'est à vous tout ça. Ismaël, ma fille, c'est ton jour de chance. Venez donc souffler sur les barreaux de cette cage que je puisse sortir d'ici. Ici, c'est donc la série B avec humour, pour ceux qui savent encore se marrer, en pleine fantaisie, une certaine forme de poésie même, pour ceux qui veulent la voir, surtout si le réalisateur en est friand, comme il avait su nous la faire connaître dans sa poésie sur son Cannibal Holocaust. Au départ, c'est un autre réalisateur, Slobodan Sidjan, qui est à la barre, mais qui va rester plusieurs mois à ne rien foutre que de se préparer au projet sans jamais rien donner. Ça suffit, tu nous reconnais pas, c'est nous! Kouchek et Gore, on s'est échappé! Mensonge! Ils sont morts tous deux il y a longtemps. Sortir. Viré illico, Deodato le remplace et le travail se fera en Italie. 3 mois que l'autre réalisateur travaillait sur le film et aucun décor n'avait même été construit. On est presque dans le péplum italien ici, en tout cas les bases sont là et le réalisateur, avec ses aventures plus que voire trop musclées, décor plutôt beau et assez réussi et surtout très bien éclairé par la belle photo de Gian Lorenzo Battaglia. Des acteurs figurants qui font ce qu'ils peuvent, mais leur salaire ne devait pas les motiver à faire mieux. Des femmes en mode pin-up et bikini, superbes souvent et dénudées quand cela se peut, voire sur ma chaîne Patreon. Des méchants très méchants et qui ont la tête de l'emploi, notamment Michael Berryman, très connu pour ce genre de personnage. Garde! Et le fameux Richard Lynch qui nous aura donné des méchants haut de gamme et ici empreint d'un romantisme assez inédit. Je te couvre de présents. Tu emplis tous mes rêves. Et mon cœur. Le scénario est de James R. Silk, coupable du Alan Quatermain, de Ninja pour la Canon. Les combats sont plutôt bien réglés et assurent en tout cas le minimum syndical, plutôt lisible dans la réalisation, et les décors de Giuseppe Mangano sont parfois étonnants. Un budget de 4 millions de dollars qui se voit parfois à l'écran et qui va permettre de reconstituer en studio ce monde barbare dont un marais brumeux saisissant et magnifique, malheureusement accompagné d'un monstre certes très caoutchouteux et qui fait même pas le job. Le marais vaut à lui seul quand même la vision du film d'ailleurs. Avec le ton léger et pépère du film et son humour assez inhabituel mais bienvenu, les deux acteurs portent le film sur leurs épaules, bien balèzes, malgré leur jeu assez mitigé. Ruggero Deodato va donc les pousser dans leur retranchement et les pousser surtout dans la lourdeur et dans la bêtise qui font qu'ils se chamaillent plus qu'ils ne jouent. J'aime pas la hache, mais je veux l'épée. Non, je veux la hache.
Quand l'un dit oui, l'autre dit non, c'est comme ça et ça marche. Deodato a vu le Conan de Milius, mais il fait son film en pensant aux légendes de Ridley Scott, plus axé sur le légendaire et la fantasy et aux décors parfois étranges. Peu de gore, assez étonnamment ici quand on connaît le réalisateur, si ce n'est une main tranchée, une petite tête par-ci par-là, et encore c'est par accident, dans une arène avec 200 figurants. On se marre donc plus que l'on est choqué, et quelques doigts coupés, mangés par des petites dents, parce que il le fallait. Un film plus humoristique que Sword and Sorcery, presque parodique. Le combat contre le dragon est extraordinaire de zèderie avec les deux frères qui passent par l'intérieur de la bestiole dans la tripaille, un grand moment. C'est pimpant, léger, presque parodique. Le public ne sera malheureusement pas intéressé puisqu'avec son budget de 4 millions, le film sera un Titanic en flop au box-office avec seulement 800 000 $ aux États-Unis et 675 000 entrées en France. Le bateau a coulé. Alors quoi? Alors, où est le rubis? On sait rien, Canary a dit que le rubis était planqué ici. Où ça? Ici. Peter et David Paul sont deux culturistes jumeaux qui auront leur heure de gloire avec ce film et uniquement ce film, même si certains voient dans Jumeaux Jumeaux une sorte de plaisir jouissif regardable. Ils sont donc nos bras musclés contre les très voire trop méchants et les deux hommes s'appliquent à nous garantir que l'homme descend bien du singe puisqu'en lieu et place de dialogue fournis, nous avons plus de grognements et de hurlements, voire même des mouvements de primates à faire pâlir Christophe Lambert dans Greystock. Les deux acteurs sont des débutants, ça se voit clairement, et les seuls méchants sont les acteurs vétérans. Les deux frères se préparent physiquement avant chaque scène avec musculation et gymnastique sur un endroit tant que personne n'a le droit de se garer là où ils s'entraînent. C'est arrivé une fois, les deux frères ont foutu la voiture, une Opel, dans la flotte. Par colère, le conducteur toujours à l'intérieur. David Paul va mourir dans son sommeil le 6 mars 2020, 2 jours avant son 63e anniversaire. Dans le rôle de Kadar, c'est Richard Lynch qui s'y colle, le méchant du film qui veut conquérir et la reine et ses terres. Lynch est un acteur engagé dans des rôles de méchants toujours parfaits et même souvent habités. En 1967, sous l'effet de psychotropes, il va s'immoler par le feu dans Central Park et bien que son pronostic vital soit engagé, il va survivre. Qui est l'auteur de cette forfaiture? La sorcière? Oui, monseigneur. Ces nombreuses greffes de peau en feront un acteur qui sera malheureusement cantonné au rôle de méchant dans lesquels il va exceller. Citons l'épouvantail de Jerry Schatzberg, Police Puissance 7 de Philippe D'Antoni, L'épée sauvage d'Albert Puin, Amazonia où il retrouve Ruggero Deodato, Invasion USA de Joseph Zito et de nombreux méchants dans les Super Jamie, Starsky Hutch, Supercopter ou Arabesque. Sorcière. Je suis le maître ici. Il est trouvé mort à son domicile le 19 juin 2012 par son amie, l'actrice Carole Vogel. Le décès est dû à une crise cardiaque. On t'a cherché toute la nuit. Comment ça, où j'étais, ça va pas? Oui, et toi, où t'étais passé? J'ai passé la nuit à attendre. Ismène est la belle et jeune Amazone qui va partir à l'aventure avec nos deux compères dont on apprendra plus tard qu'ils sont ses frères adoptifs. Elle est jouée ici dans son premier rôle par Eva Larue, d'origine portoricaine par son père, avec également des racines françaises, écossaises et néerlandaises. Je pense que ça partousait dans la famille. Il tient. C'est Cara. Vive la reine! On la verra vite en présentatrice télévisée qui pète un plomb dans le regrettable Robocop 3 de Fred Decker, et à la télévision c'est surtout de 2005 à 2012 où elle joue dans la série Les Experts Miami avec le rôle de Natalia Boavista, une spécialiste des analyses ADN. Leur éducation était réduite à une leçon, apprendre à donner la mort.
Michael Berryman est le grand bourreau, incapable de parler ou très peu et ne poussant que des gloussements, un personnage modifié par le réalisateur. Un acteur d'une extrême gentillesse qui habite une villa à Los Angeles avec 40 loups. Né à seulement 5 mois de grossesse, c'est ce qui lui donnera son physique peu commun et une peau extrêmement délicate qui oblige les équipes à faire très attention à lui. Les tournages pour lui sont assez éprouvants et beaucoup de précautions sont à prendre pour ne pas abîmer sa peau. Il est né avec le syndrome de Crist-Siemens-Touraine et dépourvu de système pileux, de glandes sudoripales, d'ongles et de sensibilité dans certains nerfs. Il a dû subir une opération du crâne qui a donné à sa tête une forme légèrement conique. La colline à des yeux 1 et 2 et la ferme de la terreur de Wes Craven le feront connaître. Vole au-dessus Naikoku de Milos Forman et de Deodato, le Amazonia, ainsi qu'un nombre de rôles impressionnants. Toi, trop généreux pour Jaco. Ça, je te le dis toujours. George Eastman est Jaco, acteur habitué des rôles pour Deodato. Il commence sa carrière cinématographique dans des westerns. Il s'appelle Montefiore et va vendre le pseudonyme américanisant George Eastman, qui va devenir George Eastman, mais sans le H et le I, qui devient une figure familière de la série B italienne. Bon, je lâche. Il y tient souvent des rôles de méchants grâce à sa haute taille et son allure inquiétante. Son rôle le plus célèbre est bien sûr dans le film Anthropophagus de 1980 de Joe D'Amato, dans lequel il joue un tueur cannibale fou, ce qui donna à Eastman le surnom de l'homme qui se mange lui-même. Jaco est vendeur d'armes ici dans le film et combattra lors d'un bras de fer dans une taverne les deux jumeaux. Pino Donaggio a beaucoup travaillé avec Brian De Palma avec ses débuts de carrière ainsi que Joe Dante. Il a travaillé sur le Hercule de Luigi Cozzi avec Lou Ferrigno et n'arrive donc pas sur les Barbarians sans connaître son sujet. Ici c'est un large orchestre avec quand même beaucoup de synthétiseurs. Le compositeur prend l'essence du film et de ses caractères et en fait sien. C'est pas foufou, mais ça s'écoute très bien. Le thème des jumeaux ou des barbares est joyeux, exubérant et nous donne un main title excellent secondé par un autre motif, une pièce assez mélancolique qui illustre parfaitement la nature des êtres qui sont persécutés. On vient t'aider à sortir d'ici. Il ne faut pas y songer. Si vous me délivrez, j'aurai la garde de Kadar à mes trousses. Oui. Des morceaux d'action bien troussés nous donnent un score absolument maîtrisé et nous jouent ça sans pression avec des sons presque cartoonesques parfois qui composent avec les scènes humoristiques. Un style très italien, du pur Donaggio dans son style et un beau compliment au genre que l'on préfère presque écouter hors film tant la musique est intéressante sur CD, un peu moins à l'image. Intrada nous sortira un album bien troussé. Le film ne peut se regarder que les doigts de pied en éventail avec de la bouffe à gogo pour 87 minutes de plaisir coupable pour un nanar qui à ses petits moments font plaisir. Moi, je vais prendre le rubis. Mais quelle perte de temps, merde, on a fait tout ça pour rien. Moi, je me battais avec le dragon. Oh, et moi, je faisais rien. Bah, c'est quoi, ça se la pisse? Le rubis. Rien que de voir évoluer les deux culturistes à l'écran, bien loin d'être des acteurs convaincus, le film vaut le visionnage. On ne sort pas bien sûr grandi de la vision du film, mais c'est un plaisir de s'amuser à le regarder. Si vous aimez le kitsch, le film vous ravira les yeux. Dommage que le Deodato et son monteur Eugenio Alabiso n'aient pas été foutus de travailler leur film afin d'aider à comprendre les changements entre comédie et action, ce qui donne trop souvent un humour qui semble presque involontaire. En tout cas, on se marre, l'équipe du film aussi apparemment, une farce dans l'heroic fantasy, mais une farce quand même, mais qui va réussir l'exploit d'atteindre un statut de film culte, ce qui en soi déjà est un exploit.
princesse, barbares, sorciers, monstres. Effectivement, le film est une caricature, comme nos deux héros d'ailleurs. On pense souvent aux Trois Stooges avec quelques scènes parfois presque spectaculaires. Cela reste une histoire rabâchée plusieurs fois, mais celle-ci, avec sa dose d'humour, d'action et son rythme, font que le film se savoure si l'on en a envie, avec aussi de bonnes gueules de cinéma qui font toujours un plaisir à voir, mais filmées de façon bis italien, avec des moyens et un minimum de talent. Où est la pierre ombilique? Parle! Parle! Alors quelle note mettre aux Barbarians? Bien sûr, je vais lui mettre un petit 2 sur 6, ça vaut pas plus, ça vaut pas moins, mais ça se regarde avec humour, ça se regarde avec tranquillité, et je comprends que c'est un film culte. J'attends donc vos commentaires, j'attends donc ce que vous pensez du film, on se marre. Voilà, je voulais finir l'année avec des films un peu nanardesques, parce que ça m'avait plu, et que j'en avais besoin, je voulais sortir un petit peu du gros blockbuster. On se retrouve bien sûr l'année prochaine, avec du lourd comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y a Patreon pour les scènes plus longues. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Oui, mais en fait, j'aime pas les rêves. Je te laisse les rêves.